est une année cruciale parce qu'effectivement, en janvier 2019, papa s'en va. Et en fait, pour nous, ça a été, même si on s'y attendait, parce qu'il diminuait beaucoup les derniers moments, mais en fait, c'est le moment où il n'est plus là. Il n'est plus là. Et en fait, de le garder avec nous, c'est aussi de continuer ce qu'il a voulu faire. Et donc, ça nous a tous rassemblés. On était tous très proches au moment de son enterrement. Et on s'est dit, continuer la fondation, c'est un peu continuer papa. Je vais avoir 85 ans. Bien sûr, il faut penser à la suite. Dans les statuts de la Fondation, tels qu'il les a voulu M. Messmer, il y a 3 postes réservés à la famille. Ces postes actuellement sont remplis par moi-même, un ami juriste de haut niveau et ma fille Marie-Hélène, qui est médecin, qui est généticienne. Elle fait également partie du conseil scientifique. Et je connais son investissement personnel, qui est total. Il y a 20 ans, papa m'a fait démarrer avec lui. J'étais proche de lui et du coup, le jour où il est parti, j'étais là et j'ai pu continuer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un de mes fils au conseil scientifique qui s'investit beaucoup, c'est Nicolas. Et j'espère que lui fera comme moi, comme j'ai fait avec papa. C'est lui qui prendra ma place progressivement. Au conseil d'administration, Philippe, Frédéric sont là également pour assurer la pérennité. Et je pense que c'est comme ça que ça continue. Ça sera à eux de trouver ensuite qui, dans la génération d'après, pourra continuer. Parce que la fondation, elle est faite pour durer. Elle est faite pour pouvoir continuer à trouver des solutions aux problèmes de gens qui ont des problèmes avec leur dos. Ça a démarré il y a 20 ans, cette fondation. Mais c'était la suite logique d'une carrière déjà bien entamée, bien plus tôt, dans un esprit qui a toujours été à peu près le même. Donc découverte, partage, ouverture, très important, rigueur scientifique, persévérance aussi, c'est très important. Qu'aujourd'hui cette fondation, elle s'est enrichie de toutes ces valeurs qui nous habitent. Et en fait, on est bien déterminé également à poursuivre l'action et même au-delà de nous, à mettre en place ce qui pourra la poursuivre encore au-delà de nous. Ce qui fait le succès de la Fondation aujourd'hui, c'est sa clarté. C'est la clarté de sa mission. La mission, elle est simple, c'est comprendre les causes de la scoliose, en particulier chez les jeunes adolescents. Donc ça fait presque 20 ans déjà que la Fondation s'active pour trouver des solutions à la scoliose. On n'a jamais été aussi près du but en fait. Là aujourd'hui, après 20 ans, on sait qu'il reste quelques années probablement de travail et quelques projets de recherche pour vraiment comprendre les causes fondamentales de la scoliose et pouvoir les traiter. Donc on est très proche de la ligne d'arrivée, il faut redoubler d'efforts. Je me souviens très bien des premiers temps où j'étais là. Je venais sur ces terrasses voir les patients allongés sur leur gouttière. Nous regardions, comme ce soir, ensemble, le soleil se coucher et la lumière disparaître. Il me disait, mais quelle sera ma vie à moi? Quel est mon avenir? Ma colonne vertébrale se déforme. Serais-je capable d'avoir des enfants? Serais-je capable de mener une vie normale? Et je sentais dans leur regard et dans leurs questions une détresse qui me touchait profondément. Je me suis dit, il y a du travail à faire ici. Ces enfants, je ne les ai pas quittés. Je suis resté avec eux. Et c'est un des grands souvenirs de ma vie. Être proche d'eux et me consacrer à essayer de faire que ces traitements terribles, 2 ans, 3 ans dans des corsets plâtrés en gouttière, puissent être un jour supprimés. Ils le sont aujourd'hui. Alors le docteur Yves Cottrell, à l'époque, c'était un grand monsieur, ça l'est resté tout le temps, mais pour nous, adolescents, on le voyait, je ne veux pas dire qu'on avait peur de lui, mais c'était un peu la hantise quand on se voyait affiché dans le couloir où on avait un rendez-vous avec le docteur Yves Cottrell, parce qu'on se posait toujours la question de savoir ce qu'il allait nous annoncer. Quelle était la suite qu'il allait donner à notre présence à l'Institut Callot. Donc est-ce que c'était une nouvelle intervention? Est-ce que c'était un départ proche? On ne savait jamais ce qui nous attendait. Donc c'est vrai qu'on avait une certaine appréhension, et je dirais même peut-être une petite peur vis-à-vis de lui quand même. Après, quand j'ai redécouvert le docteur Yves Cottrell des années plus tard, j'avais l'impression de l'avoir quitté la veille. Il n'avait pas changé, il était toujours pareil.
Sa façon de parler, sa façon de nous écouter, c'était vraiment le monsieur que j'avais rencontré des années auparavant. Alors quand on voit les quelques images de l'époque, ce qui frappe, c'est votre énergie. Vous étiez tout le temps. J'ai l'impression que les gens qui bossaient avec vous, ils devaient... Et oui, ah bien oui. J'essayais de les entraîner, j'essayais de les contaminer, si je puis dire. Et ça marchait très bien. J'avais des collaborateurs de grande valeur, très dévoués, depuis le secrétariat jusqu'aux infirmières. Nous faisions équipe ensemble. Le travail d'équipe, c'est ça qui est essentiel. Le travail solitaire tout seul, ça ne vaut pas. Le travail d'équipe, on s'instruit les uns des autres, des expériences, et à tous les étages. On ne fait rien tout seul, vous savez, dans la vie. C'est ce que nous continuons à faire maintenant à l'Institut de France avec des chercheurs du monde entier. Alors, je suis arrivé en France en 1997 en tant que boursier contrôle. Après ma formation de base en Chine, à l'époque, je voulais apprendre la technique chirurgicale pour la correction de la scoliose, parce qu'à l'époque en Chine, pour le traitement chirurgical sur la scoliose, c'est presque zéro. Donc j'en profite. Je profitais bien mon séjour en France. Dans le week-end, dans la semaine, je travaillais à l'Institut de Gallo ou bien à l'hôpital Saint-Antoine. Et le week-end, je travaillais avec M. Crotrel. Donc, j'étais toujours impressionné par l'expérience de M. Crotrel, pas uniquement professionnelle, mais aussi par sa humanité et sa générosité. Alors, après mon retour, on a monté un centre de scoliose très spécialisé pour des malades, des grosses courbures. Parce qu'à l'époque, en Chine, toujours, il y a des malades très sévères. Donc, on a créé ce centre pour traiter de grosses courbures. Et donc, ça attire les malades de tous les coins de la Chine. Un de mes patrons, quelqu'un pour lequel j'ai toujours beaucoup d'estime et de respect, m'a dit « Mais vous allez donner des bourses de recherche au Canada ?» Oui. Bon. Mais également en Chine et au Japon. Ils sont pleins de fric, ces gens-là. Gardez ça pour nos chercheurs français. Et je lui ai dit que ce n'était pas pour les chercheurs, c'était pour les malades. Et que les connaissances des uns et des autres devaient être précieuses. Et pour tous ceux qui s'intéressaient à la scoliose, le gros problème, c'était de savoir d'où venait la scoliose. Bon, parce que ce qu'on pouvait faire, c'était éventuellement, d'abord, ce qui était important, c'était dépister la scoliose. Bon, ça c'est déjà un problème qui n'est encore pas résolu actuellement. Deuxièmement, quand on découvre une scoliose, théoriquement, on ne doit pas la laisser s'évoluer, mais on ne sait pas celles qui vont bouger, celles qui vont s'aggraver. Donc on est obligé en principe de commencer un traitement orthopédique par plateau corsé. Une fois qu'on a commencé, on est obligé d'aller jusqu'à la fin de la croissance, puisque voilà. Et puis quand on fait de la chirurgie, on ne peut pas dire que ça soit idéal de bloquer une grande partie de la colonne vertébrale. Donc tous, on avait cette idée depuis le départ, c'est qu'il faudrait savoir pourquoi il y a des scolioses idiopathiques. Moi, j'ai toujours pensé que l'idée d'Yves Cotrel, c'était un peu d'effacer cette tâche originelle qui est d'avoir bloqué pendant des années les colonnes vertébrales des enfants et des adolescents. C'est ce qu'on fait nous encore actuellement. Et pour qu'un jour on puisse traiter les scolioses de façon beaucoup moins invasive. Voire même pouvoir les traiter, comme vous dites, prévenir les scolioses, prévenir l'évolution défavorable des scolioses. Nous avons voulu que cette fondation serve à aider à travers le monde tous les chercheurs susceptibles d'apporter leur concours. Donc voilà pourquoi nous avons voulu tout de suite soutenir à travers le monde les meilleurs chercheurs possibles. Et depuis 10 ans, nous les faisons travailler ensemble. Ils se réunissent chaque année à l'Institut de France, malgré leur séparation géographique qui est considérable, avec leurs collaborateurs souvent, pour en effet s'instruire et échanger de chacun de leurs travaux propres, et surtout pour construire ensemble. Le but que nous souhaitons, c'est non pas le résultat d'une équipe, mais c'est le résultat de toutes les équipes en même temps. Nous voulons construire quelque chose où chacun apporte sa pierre, la petite et la grande. Ce qui compte pour chacun, pour tout le monde, c'est la réussite.
vraiment très heureux d'accueillir ici tous les amis de la famille Cotterell et de la Fondation Cotterell, au premier lesquels évidemment le professeur François Gros, et vous, chère madame, qui gérez merveilleusement cette fondation. Alors vous le savez, vous êtes accueillis dans cette grande salle des séances, le saint des saints du travail académique. Nous nous y sommes habitués, mais parfois les gens qui arrivent pour la première fois sont un peu impressionnés par les lieux. Mais en même temps, donc aujourd'hui, nous sommes réunis précisément pour cette 18e réunion annuelle de la Fondation Cotterell qui illustre cela. Puisque la Fondation Cotterell, évidemment, elle travaille sur des questions de fond, sur toutes les questions de scoliose idiopathique, mais aussi elle encourage, salue, finance des actions tournées vers le service rendu aux gens qui sont malades. Alors, vous le savez, mais je le rappelle parce qu'il faut faire mémoire lorsqu'on se réunit, que cette fondation a été créée en 1999. Il y aura 20 ans l'an prochain. Vous avez fêté ça, j'imagine, dignement, à l'initiation du docteur Yves Cotterell, chirurgien orthopédiste, votre papa, madame, qui était praticien, puis professeur et surtout un fondateur de ce service rendu aux patients qui souffrent de scoliose. Cette fondation est abritée à l'Institut de France. Elle est administrée par des académies et donc présidée de droit par un chancelier. Mais c'est surtout une véritable université, je pense que le professeur Gros pourra le confirmer, tout entier tourné vers la recherche, qui réunit des scientifiques de haut vol, qui tous sont engagés de manière bénévole et qui tous mettent leurs compétences, leur savoir au service du bien commun. Et cette fondation a eu la chance de dépasser nos frontières. Elle porte un message mondial devant des étudiants, des chercheurs, des sociétés savantes et des patients, bien sûr. C'est ainsi que plus de 60 projets de recherche ont été financés et que c'est près de 5 millions d'euros qui ont été délégués à ces diverses donations pour encourager cette recherche. C'est déjà beaucoup, ça représente des sommes importantes. Je voudrais terminer ce petit mot en saluant l'énergie inépuisable de M. Cotterell. Je sais qu'il n'est pas là, mais qu'il doit beaucoup penser à nous. Son âge lui permet de rendre tout à fait naturel le fait qu'il se repose. Et je pense aussi à son épouse Marie-Lou, que je n'ai pas connue, mais qui a été, je crois, très connue de cette maison. Elle nous a quittés il y a 7 ans, mais le personnel de l'Institut a gardé souvenir d'elle, madame, et de votre mari, et de votre papa, bien sûr, et de son mari, parce qu'ils étaient affables, parce qu'ils étaient généreux, parce qu'ils étaient courtois, et parce qu'ils cherchaient à faire le bien autour d'eux. Alors, félicitations aux lauréats qui servent l'avancée de la médecine et de la pharmacie, et félicitations à la Fondation qui a le sens des valeurs que nous partageons, nous autres académiciens. Nous savons tous que nous sommes ici pour faire en sorte que le monde aille moins mal. Donc la première fois que j'ai rencontré M. Cotterell, c'était la première fois que j'ai rencontré en 2003, donc ça remonte, et j'étais un peu intimidée de rentrer dans cette fondation où je ne connaissais pas les autres chercheurs, je ne connaissais personne, et il a été très paternel, et puis il m'a tout de suite présenté, et en fait il était bon enfant. Il aimait ses chercheurs, il disait toujours « j'aime mes chercheurs, je veux qu'ils créent une famille, qu'ils soient tous amis entre eux ». Et c'est vrai que ça a été énorme pour moi, et même pour les autres, parce que je pense que les autres, je pense à Florino Moldovan, avec qui on a créé des liens d'amitié en dehors du travail de recherche. J'ai donc été lauréate en 2003 et j'ai découvert la Fondation Cotterell. Et je considère que cette fondation, j'ai travaillé au CHR de Lille et j'ai travaillé dans des unités de recherche CNRS ou autres aux États-Unis. Et l'ambiance de travail qu'a réussi à inculquer Yves Cotterell est exceptionnelle. Et je ne sais pas s'il y a d'autres unités dans le monde qui possèdent ces qualités. Monsieur Cotterell a eu une intuition remarquable, c'est de comprendre très vite
que la scoliose était plurifactorielle. Donc ce n'était pas avec une équipe de recherche qui pourrait arriver à trouver les causes de cette maladie, c'est en rassemblant des chercheurs de différents horizons, de la génétique, de la biochimie, de la biomécanique, de la physiologie, de la neurologie. Et c'est un des avantages de la Fondation, c'est que ça permet à chacun, dans son propre domaine, de découvrir les champs de travail des autres et on augmente nos connaissances. Ici, à Utrecht, j'ai commencé la recherche sur le sujet et j'ai changé mon boulot un petit peu et je suis devenu un chirurgien du rachis. Et j'ai commencé les études et la recherche et quand on veut faire la recherche, on a toujours besoin d'argent parce que ça coûte beaucoup avec les images qu'on doit prendre, le laboratoire et PhD, étudiants. Alors j'ai cherché des possibilités de commencer cette recherche et j'ai découvert qu'il y a une fondation qui peut soutenir la recherche sur ce sujet. Et nous avons écrit un papier à ce moment, peut-être à 2006 ou 2007, et nous avons demandé une subvention du groupe Cottrell. Et on m'a donné cette subvention et depuis ce moment, je suis membre du groupe Cottrell et j'essaie d'y aller chaque année pour les réunions en décembre ou novembre normalement. J'ai toujours vu M. Cottrell comme chercheur plus que comme chirurgien. Et moi, j'ai le même intérêt parce que moi, je suis chirurgien, j'aime opérer, mais c'est toujours une solution pas très avancée d'opérer une colonne vertébrale et mettre des vis et des tiges et des crochets et immobiliser la colonne des 2 à L3 peut-être. Alors c'est une bonne solution et ça marche très bien et c'est un bon résultat pour les patients aussi, mais ce n'est pas une solution définitive, je crois. On doit continuer à chercher autres solutions et pour chercher d'autres solutions, c'est très important de comprendre comment ça se développe. Si on ne comprend pas le stade, les changements dans le rachis avec qui commence la déformation, ce sera impossible d'évoluer et de trouver autre solution comme nous l'avons maintenant. Et les solutions avec les vis et la tige et le crochet sont très bons et tellement mieux qu'on a eu auparavant. Et le système de Cottrell du Husser a changé beaucoup. Hein. Tous les autres systèmes de ce moment sont basés sur ce système CD. Mais il faut continuer à chercher autres solutions. Et M. Cottrell a compris très bien, bien sûr, parce qu'il comprenait la scoliose très bien. Il a compris très bien que si on veut changer le traitement, on doit comprendre mieux le changement initial du début de la déformation. Et comme j'ai dit, moi j'ai toujours vu M. Cottrell comme un chercheur. Il était un scientist. Ce que j'ai trouvé fascinant dans ces réunions de la Fondation Cottrell, et c'est rarissime, pas uniquement en France, mais dans le monde, c'est que Yves Cottrell a pu regrouper des gens d'origine scientifique extrêmement différents qui peuvent ne jamais se rencontrer. Parce que je pars dans beaucoup de congrès internationaux, mais je ne rencontre quasiment jamais les généticiens. Je les rencontre à la Fondation Cottrell, les biologistes, spécialistes du métabolisme, à la Fondation Cottrell, les spécialistes du neurosensoriel, à la Fondation Cottrell,
autour de cette question de l'étiologie de la scoliose idiopathique. Et les premières années, et ça s'est tenu tous les ans, et les premières années, certaines choses étaient pour moi du chinois parce qu'on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes manières de réfléchir. Et je pense que je n'ai pas compris les autres, mais les autres ne m'ont pas beaucoup comprise aussi. Et progressivement, au fil du temps, on apprend quel est l'intérêt des recherches des uns et des autres, et on voit des pièces de puzzle qui avaient l'air totalement déconnectées au départ, et petit à petit, ce puzzle qui se forme. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, et aujourd'hui, on peut faire le lien entre ce qu'ont trouvé les généticiens au sein de la fondation Cottrell, Florina Moldovan, le professeur Edry, avec des observations que nous avons en biomécanique, avec des observations que font les personnes spécialistes. Donc on fait le lien entre nos découvertes respectives, et donc on peut les mutualiser, progresser tous ensemble, parce qu'on s'est rencontrés très régulièrement, parce qu'on a appris à se comprendre. Et ça, cet espace scientifique pluridisciplinaire, ça a été, je pense, et c'est une des plus grandes richesses de la Fondation Cottrell. La création du symposium qui vient avec la remise des prix de la Fondation Cottrell et l'événement pour nous, chercheurs, et pour mes collègues cliniciens, un point important dans l'année pour le partage de l'information, le partage des connaissances, et aussi de développer, dans certains cas, des nouvelles collaborations scientifiques. Donc, cette vision du Dr Yves Cottrell de nous rassembler et de vraiment partager des connaissances qui parfois sont des connaissances toutes récentes qui n'ont pas encore été publiées, est assez révolutionnaire dans le sens où, vous savez, la science est un domaine extrêmement compétitif. Et d'un autre côté, la scoliose idiopathique est une maladie complexe qui a été pendant plus de 300-400 ans encore sous le vocable idiopathique, et aujourd'hui, cette maladie commence à être de plus en plus connue de nous, chercheurs, et on commence à percer ces mystères, et ça, c'est grâce au fait de pouvoir partager en toute ouverture les plus récentes percées de chacune des équipes subventionnées par la Fondation Cottrell, et aussi avec la même ouverture d'esprit de questionner, de challenger, d'interroger les équipes comme telles, et au bénéfice aussi des équipes. Donc, le symposium annuel de la Fondation Cottrell est pour moi le meilleur congrès scientifique qu'on puisse se donner dans le domaine, puisqu'elle fait grandir les équipes en même temps de grandir les connaissances. Et j'étais à même aussi de développer et d'être ce qu'on appelle entre nous être un membre de la famille Cottrell, la fameuse Cottrell Family, pour reprendre ce terme-là qui nous est cher, et de développer des amitiés solides avec plusieurs de mes collègues à travers le monde. Et ça, c'est grâce à l'influence du Dr Cottrell lui-même, qui insistait beaucoup pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est ce que je pense a été un des apports importants de la Fondation Cottrell. Donc, outre le support financier, ça a été vraiment d'amener cette collégialité de travailler ensemble. Et ça, c'est un point que le Dr Cottrell insistait beaucoup, de le faire ensemble et de développer ces aspects-là. Et ce sont autant de valeurs que Yves Cottrell a toujours porté haut et fort, c'est-à-dire que la rigueur scientifique, dans la persévérance, dans la ténacité, pour arriver à progresser dans la connaissance de cette maladie. Et on progresse grâce à lui, et on continuera à progresser parce que cette histoire se poursuit à plusieurs, et en son honneur, nous sommes tous très déterminés à continuer l'aventure.
L'un des objectifs majeurs de la Fondation Cotterell Institut de France, je dis bien que c'est l'un d'entre eux, il n'est pas le seul, mais il est probablement l'un des plus importants, et c'est un objectif qui rejoint également les préoccupations qui se sont dessinées partout dans le monde scientifique depuis au moins plus d'une vingtaine d'années. C'est d'essayer de comprendre les bases génétiques du déclenchement de la scoliose, cette sorte de déséquilibre dans la formation, dans l'alignement des vertèbres au cours du développement précoce. Et vous dire que j'ai assisté personnellement, directement en quelque sorte, au développement des recherches qui ont été réalisées dans ce domaine. Et l'idée générale qui en est ressortie, c'était que, en réalité, la scoliose idiopathique de l'adolescent résultait justement d'un cumul de modifications génétiques de différentes natures, qu'elles soient ponctuelles ou autres. Et de ce fait, beaucoup de résultats remarquables ont été obtenus, mais la causalité, si j'ose dire, directe des mutations génétiques et de la scoliose n'était pas évidente du fait qu'il y avait, si je puis dire, beaucoup d'acteurs au niveau génétique. On a donc glané beaucoup d'informations sur les mutations qui étaient en jeu ou en cours, jusqu'au moment où le groupe de Patrick Edry notamment et de Florina Moldovan ont montré qu'il existait au sein de certaines familles, en France en particulier, familles sans doute lyonnaises, il existait des cas de scoliose qui relevaient d'une mutation apparemment, d'où l'intérêt majeur qu'a suscité cette observation, et intérêt qui a été également amplifié lorsque, ayant élucidé cette mutation de ce gène qu'on appelle POC5, il est apparu que le gène codait une protéine, ou probablement des protéines particulières, de cette prolongation de la cellule qu'on appelle les cils. Bon, nous connaissons les cils des paupières, mais il faut dire que les cils sont extrêmement répandus dans pratiquement toutes les cellules. Ce sont des prolongements qui partent en quelque sorte de ce qu'on appelle le centriole et qui sont des, si vous voulez, des sortes de petites terminaisons nerveuses qui permettent de transmettre l'information, justement, très souvent, de la périphérie vers des systèmes plus centralisés, plus centraux. Et notamment dans le cas qui nous intéresse, justement, de la partie postérieure du corps vers le haut. Ce qui explique évidemment très bien le développement, en quelque sorte, l'absence des modifications dans la verticalité du développement de la colonne vertébrale. Alors, la première étape, c'est comment je me suis intéressé à la scoliose idiopathique. Initialement par un collègue orthopédiste qui m'a dit, tu sais, Patrick, il y a des familles de scoliose idiopathique, des familles dans lesquelles plusieurs personnes sont atteintes de scoliose. Et donc, il y a peut-être un facteur génétique dans cette pathologie. Il savait que j'étais généticien, que j'avais déjà identifié le gène d'une anomalie du développement des neurones entériques. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette pathologie en me disant, s'il y a un facteur génétique à identifier, on a les outils pour le faire, je vais pouvoir le faire. Ça fait plus de 20 ans. Et alors, bon, j'ai commencé à dessiner des arbres généalogiques de familles concernées par la scoliose. Et au bout d'un certain nombre de familles, je me suis rendu compte que dans
la grande majorité des scolioses qui sont des scolioses multifactorielles, hein, la scoliose idiopathique, c'est une pathologie multifactorielle. Il y avait peut-être un sous-groupe de scoliose monogénique, c'est-à-dire causé par une mutation d'un gène unique. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait, on a les outils. Les généticiens avaient déjà, il y a maintenant plusieurs années, les outils pour pouvoir localiser sur le génome et identifier les gènes impliqués dans des pathologies rares monogéniques. Donc l'hypothèse a été que dans ce grand groupe de scoliose multifactorielle, il devait y avoir des formes monogéniques rares de scoliose. Alors j'ai rencontré Yves Cottrell. C'est une rencontre assez extraordinaire. C'était un homme passionné par la scoliose et puis passionné par la perspective de comprendre la scoliose idiopathique et d'aider les patients surtout. Et alors, on a eu un contact qui m'a beaucoup touché. Et j'étais jeune et présomptueux. Et je lui ai dit, Monsieur Cottrell, je serai le premier à identifier le premier gène de scoliose idiopathique. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'on va montrer que, en tout cas, certaines formes de scoliose idiopathique ne sont pas monogéniques, mais digéniques. C'est-à-dire sont dues à la contribution de deux gènes, des mutations dans deux gènes, qui, ensemble, contribuent à la survenue de la scoliose idiopathique. Alors aujourd'hui, plusieurs années après, effectivement, on a identifié le premier gène impliqué dans une forme de scoliose. Alors c'est un sous-groupe des scolioses multifactorielles, mais c'est quand même un gène qui a un effet majeur, puisque toutes les personnes atteintes de la scoliose dans une famille, la famille Princeps qu'on a étudiée, ont une mutation de ce gène. Et ils ont, au-delà d'une mutation de ce gène, hérité un petit fragment du chromosome 3 qui doit contenir probablement une mutation quelque part qu'on n'a pas encore réussi à identifier. C'est-à-dire que j'ai rempli une première partie de ce à quoi je m'étais engagé, mais pas encore terminé l'histoire. Alors, je pense que cette manière de partage a été vraiment une source d'inspiration pour continuer et de donner, d'aller en avant avec des collègues. Et je mentionne ici ma collaboration avec Dr Ederi, avec Patrick, dont c'est quelque chose de particulier que nous avons développé grâce à la Fondation. C'est grâce à Dr Cottrell. Je dois vous dire que lorsqu'on a trouvé le gène de la scoliose, le premier gène de la scoliose, celui qui explique 10% donc de scoliose familiale, nous avons eu extrêmement envie d'avoir la confirmation qu'on a un résultat si excellent qu'on voulait appeler Dr Cottrell pour partager avec lui cette nouvelle, cette découverte, j'ai encore mon cœur qui bat lorsque je pense que ce que Dr Cottrell nous a dit. Il a dit « Ah, vous êtes sur le bon chemin. Je compte sur vous pour continuer. C'est extrêmement important que vous continuez tous ensemble et que vous continuez sur le même chemin sur lequel vous avez commencé. » Alors, la fondation de Cottrell, à ma connaissance, c'est la deuxième société ou deuxième organisation spécialisée pour la recherche fondamentale. Première, c'est SAS, ça veut dire Scoliosis Research Society, c'est une américaine. Et deuxième, c'est la fondation Cottrell. Donc, pendant ces derniers 20 ans, la fondation a fait une grande contribution à la recherche. À mon avis, la Fondation va continuer à faire sa contribution. On vit aujourd'hui et on vivra demain de plus en plus vieux. Le rachis vieillissant pourrait être le thème
d'un prochain chantier. Il en restera encore beaucoup d'autres pour nos successeurs. Je pense que mes collègues du conseil scientifique, dont j'apprécie beaucoup les qualités et l'investissement dans la fondation, sauront au bon moment choisir la piste la plus utile. Le travail de la fondation sur l'étiologie de la scoliose idiopathique, il est fondamental pour nous avoir poussé à essayer de comprendre un peu mieux cette maladie, mais sur le plan biomécanique, on comprend de mieux en mieux la création de la scoliose idiopathique. Mais scoliose idiopathique, c'est une toute petite partie des problèmes rachidiens actuels. Et le gros problème actuel, c'est que par exemple, la scoliose idiopathique, c'est 2 ou 3% de la population. Et il y en aura sur ces 2 ou 3%, peut-être 1% qui sera opéré. Mais les problèmes du rachis de l'adulte deviennent considérables. Et c'est pas 1% ou 2 ou 3% que ça concerne, mais c'est au moins 10, 12, 15 et parfois 30% de la population qui va être atteinte. Pourquoi? Parce que la scoliose de l'enfant et de l'adolescent, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la scoliose ascendante, c'est-à-dire qu'elle survient pendant la croissance, etc. Mais la scoliose de l'adulte, il y a des scolioses de l'adulte qu'on appelle de novo et qui partent à 45 ans, à 50 ans, sur un rachis tout droit. Et je les appelle descendantes parce que le phénomène est complètement différent. Il ne vient pas avec la croissance, il vient avec la dégénérescence discale. Et c'est une espèce de cascade les disques qui s'affaissent, etc. Mais qui, étant soumis à la station debout, vont, s'il y a la moindre rotation, évoluer exactement de la même façon que la scoliose de l'enfant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les travaux qui sont actuellement menés pour essayer de trouver l'origine de cette scoliose, est-ce qu'on va pouvoir en tirer peut-être pas des conclusions, mais au moins des pistes pour, par exemple, traiter de façon plus efficace la dégénérescence d'un disque intervertébral, ou est-ce qu'une prévention éventuelle de l'arthrose dans la région lombaire pourrait tirer bénéfice des travaux qui sont faits sur quelque chose qui paraît tout de même assez éloigné, l'étiologie de la scoliose. Moi je pense que oui, c'est certainement, vous savez, dans des champs de recherche tout à fait différents, parfois il y a une piste qui bifurque et qui va s'intéresser aux pathologies de l'adulte, alors qu'au départ, on était censé s'occuper essentiellement des problèmes de l'enfant. Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire pour la période actuelle ou la période future, c'est que la masse importante de résultats qui sont en train de s'accumuler suite aux travaux des différents chercheurs dans la Fondation, d'une part, bien sûr, ça nécessite de réunir les pièces du puzzle pour expliciter ce qui se passe au niveau d'une scoliose depuis l'initiation jusqu'à l'aggravation, et puis voir comment intervenir et le traitement. Mais ça entraîne aussi des résultats qui sont plus larges et qui pourront sans doute être utilisés au-delà de l'explication de la scoliose idiopathique dans d'autres circonstances où il y a des déformations de la colonne vertébrale, et par exemple dans les scolioses dégénératives que l'on rencontre chez les personnes âgées, qui sont une maladie très différente en termes épidémiologiques ou en termes de type de personnes affectées, mais qui est également une torsion de la colonne vertébrale et qui est très fréquente. Et en fait, comme mon père avait travaillé dans la scoliose idiopathique toute sa vie, on s'est dit on va commencer par travailler sur les scolioses. Mais le thème de la fondation, c'était beaucoup plus large. On s'est dit qu'on voulait que cette fondation, elle puisse subventionner des projets de recherche
pour tout ce qui est colonne vertébrale. On a 2 jours de réunions scientifiques où les chercheurs viennent du monde entier échanger, partager, travailler. Et le dernier jour, on a une présentation. On dit aux donateurs, vous nous avez donné de l'argent, vous nous l'avez confié, voilà ce qu'on en a fait. Et on a la chance d'avoir, depuis 2007, je crois, le professeur Ardouin, qui fait une synthèse très abordable, où même quelqu'un qui n'a aucune compétence médicale peut comprendre, même si on n'est pas malade, on comprend. Voilà ce que la Fondation fait avec votre argent. Alors, ce qui a été un peu surprenant, c'est qu'en marge des réunions annuelles et des rendez-vous annuels avec les donateurs, où on leur explique un peu ce qu'on fait avec leur argent, on a depuis 2 ans, et ça va continuer, instauré un rendez-vous avec les donateurs, un rendez-vous sur le terrain, avec tout type de donateurs. Ça s'appelle les Scolympiades, parce que la Fondation a besoin d'argent et que les levées de fonds ne doivent pas se limiter à des dîners de gala ou à des institutionnels. On veut s'ouvrir vraiment à tout le monde et impliquer les gens. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas juste de donner de l'argent, on leur demande de venir pratiquer du sport avec nous et d'en parler. Donc les Scolympiades, ça répond à 2 besoins. Le premier, c'est de dire il faut dépister le plus précocement possible les scolioses. Donc on montre au personnel infirmier des écoles ou aux parents, en quelques secondes, comment dépister une scoliose. Et puis on leur dit, scoliose ou pas scoliose, vos enfants peuvent faire du sport et tout type de sport, la preuve, et là on s'y met. Donc c'est sympa parce que finalement on se retrouve sur le terrain avec les gens, à avoir quelque chose de très familial, et je pense que ça c'est aussi l'avenir de la Fondation, c'est réussir à faire cohabiter des événements de levée de fonds un petit peu sélects pour avoir, ce que j'ai toujours dit, quand on lève des fonds, c'est un peu comme un matelas. Il faut avoir la grosse trame du matelas qui tient bien les plumes, et puis il faut avoir toutes les petites plumes à l'intérieur. Et bien voilà, on va avoir des événements de levée de fonds qui vont assurer la trame du matelas, et puis des événements de levée de fonds qui vont nous ramener beaucoup de plumes, et il faut les 2. Dès qu'il y a une manifestation où je peux participer pour le dépistage de la scoliose, je m'implique autant que je peux. Donc là, on a fait la 2e année pour les Scolympiades. Mais déjà, bien auparavant, j'avais sur le Tréport fait une journée où j'avais fait le dépistage de la scoliose et parler, parce que les gens pensent que ça n'existe plus, la scoliose. Mais oui, ça existe encore aujourd'hui, et je pense que malheureusement, c'est pas détecté, puisque maintenant, il y a de moins en moins de médecins, les médecins d'école ne font plus. Donc j'estime qu'on devrait, dans les écoles maintenant encore, faire le dépistage chez les enfants. Et aussi merci à tous ceux de plus en plus nombreux qui, à quelque place que ce soit, nous apportent et nous apporteront leur aide et leur soutien généreux.